Alors, il y a tellement d'exemples que c'est un débordement d'exemples, d'abondance d'exemples. Et d'exemples, par exemple, très récemment, une jeune femme qui faisait une thèse sur Anna Hoche m'a rapporté que dans une université très prisée ici, avec des professeurs très connus, on lui a dit que ça serait absolument contre-productif si elle parlait de féminisme et que ça indisposerait le jury. Donc vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est précis et vraiment c'est de partout. C'est vraiment de partout. Et pour moi, ça a commencé très tôt. Ça a commencé, c'était d'une génération où effectivement nous avions des cours de cuisine, des cours de couture, et bien sûr, c'était pas du tout pareil pour les garçons. Donc moi j'ai eu la présence d'esprit, je ne sais pas pourquoi, de complètement détourner, dérégler cette proposition, puisque ma mère voulait absolument que je brode les draps du trousseau. Et toutes les fois où je voulais lire, où je voulais sortir, où je voulais faire quelque chose, elle me disait « Mets-toi à jour, il faut que tu tires tes fils, il faut que tu fasses tes jours, il faut que tu brodes ton nom, sinon tu ne seras pas prête. » Et donc, effectivement, moi j'ai pris ces draps, d'abord j'ai peint dessus, je les ai tendus sur des... C'était des portes à cette époque-là, parce que je n'avais pas le fric pour m'acheter les châssis. Et puis ensuite, j'ai fait pire. J'ai porté ces draps chez mes amants, je ne pouvais pas le faire avec mes amantes, et je leur ai demandé de tacher les draps du trousseau, à des endroits bien précis, bien sûr. Je tirais les draps où il fallait. Et ensuite, je repérais les draps avec du lavis. Tout de même, il fallait faire rare. Et alors, le lavis ne prend pas du tout sur le sperme. Donc, ils sont très bien repérés, c'est très joli. Ça fait quelque chose de vraiment artistique et même vendable. Et donc, je faisais des performances ou les yeux fermés, ou en regardant mon public, avec un tambourin de couturière. Ma mère m'avait appris ce qu'il fallait, mais avec des aiguilles grandes comme ça, et avec un fil très épais, noir. Et alors, je brodais ces taches de sperme en regardant mon public, ou en fermant les yeux, ou bien avec un bandeau sur les yeux. Et voilà. Et cette pièce, maintenant, a été achetée par le Fnac, mais il y a très longtemps, à mes tout débuts, parce qu'aussi, ça dépend de qui est en place. Ça, c'est aussi une chose dont on pourrait parler. Parce qu'il y a des gens qui empêchent tout, aussi bien hommes que femmes, et puis d'autres, au contraire, qui essayent qu'il se passe quelque chose. Et donc, en fait, il y a un texte qui s'appelle « Réminiscence du discours maternel », d'un côté, et de l'autre, il y a le tambourin de couturière avec les taches de sperme, le lavis et une vague broderie, en tout cas repérage au fil noir. Donc voilà, j'ai eu la présence d'esprit de faire ça, mais la pression est tellement forte dès le départ, et je pourrais raconter 10 000 autres anecdotes, mais aussi, on se retrouve maintenant donc, avec cette jeune fille qui ne doit surtout pas parler de féministe. Je ne sais pas si, parce que j'arrive, si Esther Ferrer, que j'aime beaucoup, vous a parlé de cette anecdote sur l'exposition Soulèvement. Non? Au jeu de paume? Un peu? Un peu? Alors j'y vais. C'est terrible parce que la personne que je vais remettre en question est quelqu'un que j'aime beaucoup. En plus, nous sommes nés dans la même ville. Donc, vive le Velave libre et le Pilat réunis, et le Forez. Et donc, cette personne que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui a écrit des textes magnifiques, qui est vraiment un penseur de notre époque, que je respecte, qui est respectable, qui s'appelle Georges Didi Huberman, vient de faire une exposition Soulèvement. Et alors, dans cette exposition au vernissage, tout à coup, il y a Esther Ferrer qui vient me voir et qui me dit « Si je savais qui est ce con
qui a fait cette exposition, je lui dirai 2 mots. Je lui dis, c'est un ami, si tu veux, il est là, je te présente. Et c'est ce qui s'est fait. Et Esther, qui est formidable, que j'adore, qui est vraiment une artiste extrêmement intéressante et qui a un discours et qui ne s'est jamais laissé intimider par le pouvoir, se met à gueuler, mais vraiment, en lui disant des choses terribles. Et moi, je lui disais, Esther, s'il te plaît, dis-le la même chose, mais un peu plus calmement, c'est un homme respectable, il n'est pas si méchant par rapport aux autres, tu sais, c'est rien. Et donc, elle continue, et elle lui dit, mais les femmes, vous en avez entendu parler? Le soulèvement des femmes, vous en avez entendu parler? La révolution féministe, vous en avez entendu parler? Et combien il y a de femmes dans votre expo? Vous les avez comptées? Donc il s'est fait remonter les bretelles, mais grave, quoi. Et c'est quelqu'un que j'aime bien et qui en plus a aggravé son cas après, est allé la voir pour lui parler à nouveau d'une manière un peu plus calmement. Et d'après ce que m'a rapporté Esther Ferrer, il lui a dit, pour moi la femme c'est la mère. Alors elle lui a dit, mais attendez, moi je n'ai jamais voulu être mère, je ne suis pas mère, je ne le serai jamais à mon âge, vous me mettez où? Ça c'est bien la question, hein. Vous me mettez où? Moi aussi, je n'ai jamais eu d'enfants, j'en ai jamais voulu, je les ai toujours foutus à la poubelle, j'ai eu beaucoup d'avortements. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est terrible. En fait, je pense qu'une femme, quand elle ne fait pas d'enfants, c'est pire que si elle était transgenre. Elle n'est pas dans l'organisation, elle n'est pas dans le truc, quoi. Ça fonctionne plus, ça fonctionne pas avec les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je fais une grande parenthèse sur les enfants. Mais vraiment, les femmes, il faut arrêter, quoi. La Terre, elle est peuplée. Elle est surpeuplée. Donc, c'est plus notre rôle. Alors, éventuellement, oui, en faire un pour voir comment la machine marche, parce que c'est quand même un truc un peu spécial, ce truc-là. Hein. Bon. Bon. Mais, quand même, il faut être raisonnable. La Terre est surpeuplée, polluée, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de travail, il faut élever des poulets, des vaches, il faut leur donner à manger, ça coûte extrêmement cher, c'est très problématique pour l'environnement. Après, il faut les tuer, souvent mal, les faire souffrir, et après, eh bien, il faut se débarrasser des déjections. Donc vraiment, et plus il y a d'enfants, plus il faut de vaches, plus il faut de porcs, plus il faut de poulets pour nourrir. Donc c'est un truc en chaîne. Donc qu'on en fasse un, Mao a laissé faire un. C'était un problème, hein, parce qu'effectivement ça a permis de jeter toutes les filles à la poubelle. Donc ça c'est un problème. 2, c'est raisonnable, si on en a vraiment envie, si on pense que la vie est foutue, si on n'en a pas. Et puis c'est quand même agréable, ces petites bêtes. Hein. Si vous avez un chat ou un chien, vous savez, ça apporte un peu d'affection, vous en donnez pour que vous soyez un peu responsable. Il y a une chance que ça se passe bien. Mais ensuite, c'est dingue, même les écolos n'en parlent pas de ce problème-là. Eh ben, à la COP21, ils n'ont pas dit qu'il y avait un problème de démographie. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer en Afrique, par exemple? C'est énorme, le nombre. Donc c'est absolument pas raisonnable, ça ne correspond pas à la situation. Eh bien, ça continue. C'est un truc vraiment étrange pour moi. Mais les femmes ont aussi une telle pression, on leur met ça tellement dans la tête, que si elles ne le font pas, elles ne réussiront pas leur vie. Et que bien sûr, il vaut mieux rester à la maison, faire des petits gâteaux et s'occuper des enfants que d'être professionnellement vraiment sur les dents. Donc, bon, chacun choisit sa vie comme il veut, mais tout de même, la première chose, c'est analyse, synthèse, et ensuite action ou communication.
Donc là, il me semble qu'il y a un truc complètement qui est déraisonnable et qui continue sans arrêt. Je voulais vous dire beaucoup d'autres choses, mais j'ai peut-être... Oui. Je voudrais dire que moi, je me suis toujours battu dans ma vie, aussi bien dans le privé que dans le public, que dans ma vie citoyenne, que dans les gens que je rencontre, dans tous les milieux. J'ai essayé d'avoir un projet de société, de faire avancer les choses, et pour le moment, je suis sidéré, parce que tout se referme. Grave. Mais vraiment grave. Donc, et c'est toujours à mes dépens, parce que dès qu'on défend une cause, bien évidemment, on est repéré. Mais comment laisser passer des trucs qui se passent, mais vraiment comme des automatismes, dont on n'a absolument plus conscience? Je vous prends 2 exemples, parce que c'est quelque chose qui me met en rage et pour lequel je travaille, mais tout le temps. On dit sans arrêt « homme ». Nous avons le musée de l'homme. Mais tout de même, on parle un tout petit peu parfois des femmes. Ça arrive. C'est quand même dingue. Ce musée a été rénové et il s'appelle toujours musée de l'homme. Ça n'a pas été renouvelé. Alors que le langage et nos modes de pensée et nos modes de vie changent. Donc il faut bien que les choses changent aussi. Quand même, tout ça, c'est au mot près, c'est même pas au mot près, c'est à la lettre près, ce que nous a appris quand même la psychanalyse. Bon, donc, pardon, pourquoi employer homme systématiquement, alors que par exemple tous les textes sociaux, psychanalytiques, philosophiques, même médicaux, etc., qui sont écrits en anglais ou en américain, n'emploient pas men, emploient human being. Les droits des êtres humains, ça change tout quand même comme réaction en chaîne. Là, nous avons les droits de l'homme. Mais pourquoi tous les textes qui nous viennent des Américains sont traduits par homme? Même quand il y a écrit humain, être humain, c'est absolument insupportable. Nous avons le choix dans notre langue. Alors, je vous en prie, quand vous voulez parler non pas de l'homme en tant que sexe, dites humain ou être humain. On ne vous demande même pas être humaine, mais bon, au moins un petit pas dans le bon sens. Je vous donne une anecdote qui m'a vraiment estomaqué. Je vais à une conférence à Pompidou qui était organisée par Bruno Latour. Et c'était pour Dana Haraway, qui donnait une grande conférence magistrale. Et sur scène, il y avait 2 cages de verre, avec une traductrice, et l'autre un traducteur, qui donc se relayait parce que la conférence était longue et difficile. Et vraiment, j'étais les bras comme ça, toutes les fois où Dana Haraway disait humain, on traduisait par homme. Mais la femme comme l'homme, la traductrice comme le traducteur. Excusez-moi, je vais peut-être tousser parce qu'en fait, j'ai avalé mes paillettes. J'essaye d'être toute la femme, mais je n'y arrive jamais. Hein, mais... J'ai essayé toute ma vie d'être une femme, mais c'est beaucoup de boulot. Hein, je ne suis pas bien arrivé, et j'aurais pu venir aujourd'hui, comme il pleuvait, etc., je ne l'ai pas fait, avec une grande pancarte, avec laquelle j'ai beaucoup fait de performances et d'interventions dans le monde, où il y avait écrit « Je suis un femme et une homme ». Et pour moi, ça me paraissait vraiment très, très, très important. Et alors, attendez, c'était quoi mon fil ? Je voulais vous dire autre chose, mais je vous ai dit la pancarte. J'étais sur quoi ? Est-ce qu'il y a... Ah oui, alors.
Quelque chose qui aussi m'ennuie beaucoup. Cette espèce de difficulté, de résistance, d'impossibilité, de dire les noms de métiers femme avec un E ou avec un tris, en fait, les rendre féminins. Parce que dans notre langue, ça s'accorde au sujet. Eh bien, aussi bien de la part des femmes que des hommes, il y a comme une impossibilité. Mais vous vous rendez compte, par exemple, dernièrement, j'avais cette conversation avec une fille, femme, qui était avocate et qui voulait absolument se dire avocat. Mais vous vous rendez compte, un avocat aurait sur sa carte de visite avocate. C'est l'impensable. Alors, à une époque, il y avait effectivement pas beaucoup de noms de métiers, parce qu'il y avait les servantes, il y avait les sages-femmes, il y avait, bon, pas grand-chose. Mais maintenant, nous avons des généticiennes, nous avons des femmes qui font tous les métiers. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas le E. Vous voyez là encore, par exemple, un préfet qui dirait « je suis préfète ». Non, mais c'est pas possible. C'est impensable. Et sous couvert de je ne sais quoi, sans arrêt on dit « ah non, c'est le rôle ». Mais c'est complètement dingue, c'est contraire à l'orthographe, à notre langue, et vraiment à la moindre conscience de soi-même. Donc je me bats, moi, tous les jours, pour qu'on n'emploie plus systématiquement comme un automatisme « homme » et qu'on n'emploie plus un nom de métier masculin quand on est une femme. Mais c'est extrêmement difficile à obtenir. Mais tout ce que l'on fait qui est différent de la société dans laquelle on est extrêmement difficile à obtenir. C'est d'enfer. Par exemple, moi, j'aurais dû me présenter, je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule. Ça, c'est l'enfer. En fait, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de l'obtenir en majuscule, parce qu'on veut me faire rentrer dans les rangs, dans la ligne. Vous savez, la ligne, chut, il faut y être. Il ne faut pas apparaître. Il faut rester là. Donc, il y a toujours au dernier moment, même dans mes propres livres, quelqu'un qui relit et qui au dernier moment barre et remet en minuscule. Et dans Wikipédia, il y a écrit « Orlan » s'écrit en majuscule et ils l'écrivent en minuscule. Alors, et on m'appelle la plupart du temps Orlan, alors qu'Orlan, c'est les produits de beauté. Moi, je serais plutôt du côté de Mac Orlan, mais sans Mac. Mais ça, pour le faire entendre aussi, c'est extrêmement difficile. Aussi, tout à l'heure, je ne vous ai pas fait une bonne démonstration, parce que j'ai dit, d'une manière affective, parce que je la connais tellement bien, qu'elle est tellement une amie, c'est tellement quelqu'un que j'apprécie comme artiste, Esther Ferrer. J'ai dit, je crois, une fois ou deux, Esther. Je l'avais nommée quand même avant, hein, tu avais remarqué. Bon, d'accord. Et donc, dans la vie de tous les jours, la plupart des femmes ou les hommes présentent les femmes comme ma femme, la mère de mes enfants, ou bien ses maris. Alors, des maris, on en connaît 10 000. Où elle se présente en disant « Je suis Stéphanie, moi je suis Céline, ah bon ?» Et oui, alors, c'est fini, c'est déjà fini, quoi. Parce que si une artiste, et souvent, les artistes à qui je demande leur nom, se présentent uniquement avec leur prénom, alors qu'elles signent leurs œuvres avec 2 clés, avec 2 codes. Donc ça commence mal, c'est comme, ça devient au final Ségolène Hollande. Et puis, oui, je vous prends cet exemple au hasard, hein. Il y en a d'autres. Mais donc voilà, il faut arrêter avec ça, quoi. Ou alors il faut se refaire entièrement. Il faut se refaire un nom. Moi je m'appelle Orlan, vous me direz, bon, il n'y a pas de prénom et de nom, vous êtes un mauvais exemple. Je suis un mauvais exemple, ça c'est clair, hein.
Bien évidemment, j'en subis plusieurs. De classe, je ne suis pas de la bonne. C'est grave, parce que pour faire des œuvres et gérer son imaginaire, il faut de l'argent. Donc déjà, si vous n'êtes pas bien né, ou que vous n'êtes pas marié avec la bonne personne, ou en couple, disons, parce que le mariage n'est pas obligatoire, eh bien déjà, vous avez beaucoup de difficultés. Si en plus vous êtes une femme, bon, j'ai beaucoup de chance, je suis blanche, donc c'est moins pire peut-être. Vous peut-être pourrez me dire le contraire, je ne sais pas, mais je vois une dame qui n'est pas blanche. Donc ça commence mal déjà quand on est là, et puis né dans une petite ville de province, et avec l'accent. Alors bien sûr, j'ai passé l'accent, et je crois que j'ai fait ce qu'il fallait pour au conservatoire de Saint-Étienne, dans la Loire. Mais ce que je voulais dire, c'est que toute... Ah non, je voulais vous montrer ça d'abord. C'est chiant cette étiquette. Hein. Eh bien, c'est une œuvre d'un groupe de femmes qui s'appelle La Barbe. Et donc, j'ai acheté cette œuvre avec une autre, et je me disais, je vais la porter parce que là, il manque quelque chose. Il y a une intersection qui manque. C'est le racisme, c'est bien, le sexisme, c'est mieux, mais le vieillisme, c'est fantastique. Donc, quand vous êtes femme et que vous vieillissez, comme tout le monde, comme les hommes, on n'a pas qu'un corps dans la vie, on a des corps. Et des corps avec des transformations absolument hallucinantes. Je pense que la nature m'a vraiment montré l'exemple de la transformation. Transformons-nous les uns les autres, mais soi-même aussi, donc je suis pour ça. Mais le vieillisme, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la société d'une manière incroyable. Je vois, il y a des artistes, ceux et celles qui étaient là ne me semblaient pas extrêmement jeunes, mais actuellement, il y a quelque chose qui se passe dans l'art, enfin, ça fait déjà un moment, c'est que tout est pour les émergents. Dernièrement, une personne me dit, je dis, bon, qui êtes-vous? Et donc elle me dit qu'elle s'intéresse, qu'elle s'occupe aux artistes émergents. Oh, je lui dis, vous savez, c'est formidable ce que vous faites. Je n'avais jamais entendu dire ça. Jamais. Vous êtes la première. Oh, c'est exceptionnel. Bravo, bravo, là, bravo, bravo. Alors, moi j'ai été prof toute ma vie dans une école d'art, et je dois dire qu'effectivement, je soutiens des artistes jeunes, ou à peu près jeunes, ou qui vont l'être de moins en moins. Mais c'est incroyable. Dernièrement, j'avais des gens chez moi, des conservateurs, des gens en vue, et ils me demandent dans un dîner, mais toi, qui est-ce que tu soutiens comme artiste émergent, comme jeune artiste, etc. Ah ben, je lui dis, ça tombe bien, à côté de mon ordinateur, sur la table, il y a une œuvre d'Émeric Luisset, que j'aime beaucoup, qui est un artiste fantastique, qui se prend des risques incroyables en allant dans tous les conflits et dans les guerres, etc. Et il fait cette pièce que j'aurais aimé avoir faite. Et on me dit, oh, mais on le connaît, on l'a déjà vu. Tu as pas quelqu'un de vraiment émergent? Ah non, non, excusez-moi. Celui-ci, il n'a même pas vraiment de galerie, enfin il commence à sortir maintenant, mais il y a très peu de temps. Donc il y a
sans arrêt une demande, que ce soit des collectionneurs, des conservateurs, des galeristes, etc., uniquement pour les jeunes. Donc, si vous avez dépassé 30 ans, ou si on vous avait vu entre 25 et 30, tout se referme. Et tout se referme de plus en plus. Et il y a après, pratiquement, très très peu, sauf si vous avez pris beaucoup de zéros à vos œuvres et que vous les vendez très cher. Donc là, évidemment, il n'y a plus de problème pour passer. Donc, eh bien, le vieillisme, c'est vraiment une autre discrimination, alors qu'il y a des trésors vivants, qu'il y a des gens qui n'ont rien fait de bon au tout début de leur œuvre et qui, petit à petit, à force de réflexion, de maturation, d'expérience, voire d'entraînement, eh bien, tout à coup, font des œuvres vraiment qui tiennent le coup. Mais il y en a quelques autres qui, effectivement, ont commencé très bien et ont fini très mal. Donc, il y a vraiment des œillères, il y a vraiment, et à la fois sur les couleurs de peau, à la fois sur le sexe, mais aussi sur la classe sociale, la manière dont on s'habille, et sur beaucoup d'autres choses. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Moi, je dois dire que j'ai construit, en fait, mon œuvre à l'intersection de l'histoire, de mon histoire et de l'histoire de l'art. Et j'ai essayé qu'il y ait cette mise en perspective, j'ai essayé qu'il y ait une distance dans mon œuvre, et que je ne sois pas complètement, comment dire, sans aucun recul par rapport à ce que je fais. C'est pas parce que ça sort de moi que c'est bien. Ça commence à devenir intéressant socialement si effectivement ça met en perspective les choses que je vis dans mon époque et aussi mon histoire personnelle, ma singularité, mais avec une distance critique qui fait qu'on est ailleurs, autrement, et qu'on ne parle pas que pour soi, qu'on essaye d'inscrire une dimension autre dans le social et à l'international, pas uniquement dans l'hyper-local. Donc ça, pour moi, ça me paraît vraiment très important, et j'ai fait beaucoup d'œuvres qui sont des entre-deux, qui sont des self-hybridations, où effectivement, il y a une invitation, on pourrait dire, de l'autre. Après avoir eu une distance très critique par rapport à mon histoire et par rapport à l'histoire occidentale, je me suis tourné vraiment vers les cultures non occidentales, mais que j'ai traitées avec autant de critiques et de discussions, de débats vifs, qu'avec ma propre culture, que finalement je connais très mal. Hein. Je n'ai jamais lu la Bible, c'est très grave. Remarquez, il y a plein de croyants qui n'ont jamais lu la Bible, ou de musulmans qui n'ont jamais lu le Coran, ça c'est sûr. Mais donc, je connais finalement ma culture uniquement parce que je vis, à l'endroit où je le vis, et quand je vais porter ma peau ailleurs, comment ça se passe avec les autres. Donc moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et par exemple, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, beaucoup voyagé en Inde, aux États-Unis, mais surtout beaucoup en Afrique, qui m'a beaucoup appris, j'étais très jeune. Et et j'ai aussi beaucoup travaillé et voyagé au Mexique, où j'ai fait des recherches dans les musées. Et j'ai donc travaillé avec l'art d'autres cultures. Mais on m'a souvent reproché, et on reproche souvent à des personnes comme moi, d'utiliser des signes d'une autre culture que je ne connais mal, ou qui sont sacrés, et d'en faire complètement autre chose. Mais quand je travaille par exemple avec ma propre culture, peut-être certains ont vu ces œuvres-là, où je me costume
en Madone, en Vierge blanche, en Vierge noire, pour mettre en question justement cette image de la femme qu'on nous montre. J'utilise les croix en les tenant comme ça, en faisant n'importe quoi, etc. Et évidemment, quand je travaille aussi, par exemple, avec les Amérindiens, eh bien, en tant que femme, je prends les bijoux que porte le chef, ce qui est bien sûr un tabou incroyable et qui est invraisemblable. Ça ne se fait pas. C'est impensable. Donc, moi j'ai quand même toujours bien aimé dérégler les choses, faire un pas de côté, prendre de la distance et faire ce qu'il ne fallait pas faire. Non pas parce que pour absolument faire du mal à l'autre, parce que s'il croit ou que moi pas, Dieu n'est pas une hypothèse de vie ni de travail. Donc, et je pense que toutes les religions sont terribles pour les femmes. Il n'y a pas d'exception. Simplement, il y a des degrés divers, où vraiment on essaye d'avoir le contrôle des corps de femmes, en leur disant ce qu'il faut faire et comment. Alors, il n'y a pas que dans la religion. Dans la mode, on vous donne des modèles et on vous dit comment être et quoi faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi par rapport à l'histoire de l'art. Et dans l'histoire de l'art, j'ai eu deux grands enjeux qui ont été Botticelli, particulièrement avec la Vénus de Botticelli. Et Botticelli, en fait, a fait avec des pinceaux ce que l'on fait actuellement avec Photoshop. Il a enlevé toutes les impuretés, il a léché, lissé la peau, il a allongé, il a embelli, rajeuni. C'est exactement ce qu'on fait avec Photoshop. Même des filles très jeunes, elles sont de plus en plus jeunes sur les podiums, elles sont très maquillées, elles sont très bien éclairées, très bien habillées, il se doit, et en plus on leur fait du Photoshop. Alors quand vous arrivez par exemple dans un écran, c'est sur YouTube, votre truc, et que vous n'êtes pas maquillé, pas très bien éclairé, et pas retouché, vous paraissez vieille, malade, et vraiment pas appétissante tout de suite. Donc voilà, on nous met toujours des modèles qui sont impossibles à réussir, ou en tout cas un bref moment dans certaines conditions, et ensuite, vous êtes humilié, on vous montre du doigt parce que vous ne ressemblez pas au bon modèle. Donc moi, toute ma vie, je me suis battu contre les modèles. Et si j'ai fait mettre ces deux implants sur les tempes, en fait, ce sont des implants qu'on met habituellement sur les pommettes. Bon, juste un petit dérèglement. Je les ai fait juste mettre ailleurs. Mais parce que je voulais justement un geste opératoire qui n'avait jamais été fait et qui n'était pas censé apporter de la beauté. Mais au contraire de la laideur. Si on me décrit et qu'on dit c'est une fille qui a deux bosses sur les tempes, eh bien, tout le monde va dire c'est un monstre imbaisable. Si on me voit, c'est pas sûr, mais ça peut changer. Donc, moi j'ai essayé d'amener de la différence, de voir comment on pouvait perturber justement ces standards de beauté et la règle, la dérégler. De la même manière, j'ai essayé de dérégler d'autres choses, mais surtout, ce que je ne vous dis pas, c'est que j'ai essayé surtout de détruire, ou en tout cas de refigurer, parce qu'on ne peut pas le détruire totalement, le masque de l'inné. Parce qu'on dit qu'il faut s'accepter soi-même. C'est absolument invraisemblable, quoi, parce que ça dépend ce qu'on est, et comment on se voit, et ce qu'on a envie d'être. Et puis, dans une vie, on évolue, on change, et on a toujours les yeux de telle couleur, le nez de telle forme, la bouche de telle... Alors, c'est incroyable, ce truc d'accepter.
de subir quelque chose. Alors qu'en fait, on peut tout à fait, ou presque, il y a des limites, hein. J'ai un peu essuyé les plâtres, mais on peut pousser ces limites et on peut se transformer. On peut le faire avec du maquillage, c'est très amusant, mais on peut aussi le faire autrement à l'heure actuelle. Et affirmer autre chose, se resculpter, se réinventer. C'est ce que j'ai essayé en me redonnant un nom, en me renommant, etc. Donc c'est toutes ces intersections-là que moi j'essaye de mettre en jeu. Par exemple, les dernières œuvres que j'ai faites de self-hybridation, j'ai utilisé les masques de l'Opéra de Pékin. Et pourquoi? Parce que à l'Opéra de Pékin, traditionnellement, les femmes sont interdites. Donc ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes. Et donc moi j'ai fait des œuvres normales dans la galerie. Vous arrivez dans la galerie, c'est des œuvres normales, des self-hybridations qui tiennent à peu près au mur et qui sont assez jolies. Bon. Mais si vous savez le secret, que vous avez téléchargé Augmente, qui est une application gratuite, avec votre Android, vous scannez l'œuvre et je sors de l'œuvre. Je sors de l'œuvre en faisant les acrobaties de l'Opéra de Pékin. Donc, en tant que femme, en intervenant dans l'œuvre et en déréglant la règle de l'Opéra de Pékin. Et donc, c'est un personnage qui a été fait à partir de mon scan 3D de mon corps, que j'ai fait animer par des spécialistes, et ce personnage sort, fait des acrobaties, change des masques, plein de masques, ou jongle avec les masques. Et en plus, ce personnage, on peut se photographier avec moi, c'est mon avatar, et l'envoyer dans le monde entier sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et là aussi, c'est une intersection, parce que les gens qui font de la peinture n'aiment pas les nouvelles technologies. Les gens qui font des nouvelles technologies trouvent ridicule tous les arts classiques. Donc moi, j'ai essayé de faire quelque chose où justement, je brouille les pistes, où je change les ordres, où je les croise autrement. Et aussi, c'était pour changer les mentalités, qui n'ont pas à voir avec le féminisme. Il y a uniquement l'Opéra de Pékin qui a à voir. Mais ça me paraît toujours bizarre quand même dans les galeries où les gens ont des androïdes dans la poche, sortent peut-être d'un avion, aiment tous les gadgets qui existent technologiques, et puis ils ont à la maison tout ce qu'il faut, etc. Ils ont une caméra pour filmer la famille, papa, maman, les enfants, etc. Mais quand ils rentrent dans une galerie, ils veulent voir du normal, hein, du classique, surtout pas des nouvelles technologies, alors qu'ils y baignent dedans. C'est d'une banalité incroyable. Ça me paraît toujours étrange que les mentalités soient bloquées comme ça. Alors elles sont bloquées là, mais elles sont aussi bloquées avec les femmes d'une manière hallucinante. Ces chiffres sont bien connus, mais je crois que c'est même des chiffres très embellis. Je ne sais pas de quelle manière. Parce que moi, j'ai été prof toute ma vie, et il n'y a pas si longtemps, à l'école des beaux-arts de Paris-Cergy, nationale supérieure, et dans mes classes, quand j'avais un homme, 2, 3, 4, 5, c'était hallucinant. Donc, c'était pas 65, c'était plutôt 75% ou 80%. Et c'est pas uniquement dans notre pays. Parce que, par exemple, j'ai fait un workshop en Belgique avec un artiste homme qui a un cours sculpture. Et bien, dans ce cours de sculpture, il y avait uniquement des femmes. Aucun homme. Et donc, on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'au final, ça s'inverse totalement. On se dit, mais où est le tour de passe-passe?
Il y a un truc. Alors, vous me direz, je suis optimiste, enfin, en tout cas, je l'étais. Là, je trouve que tout se referme, que c'est terrible, que c'est terrible. Mais il y a eu des avancées. On voit apparaître des femmes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, dans ces 65 ou 70% de très bonnes, et qui vont sortir de l'école des beaux-arts avec le tampon artiste certifié, comme les hommes. Alors, comment se fait-il qu'au final, on se retrouve, quand il y a beaucoup de galeries où il n'y a pas d'hommes, ou pas de femmes, je veux dire, où il n'y a que des hommes, il y a beaucoup de collections où il y a très 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 peu de femmes, et c'est quand même étrange que les tours se passent pas. Je peux faire peut-être une parenthèse avec l'exposition Elle, au Centre Pompidou, qui a été très décriée, très controversée, même par les femmes elles-mêmes à l'intérieur. Et c'est quand même étrange. Moi, j'allais avec mes étudiants et mes étudiantes au Centre Pompidou, je n'avais pratiquement pas d'exemple à montrer. Je n'en avais pas. Il y avait, bon, Sonia Delaunay peut-être, mais il n'y avait pas d'exemple. Et j'entendais bien quand il y avait une conférence à l'école, quand il y avait des discussions où on donnait les UV, les unités de valeur, qu'on faisait passer les diplômes, eh bien on leur parlait jamais de femmes artistes, de modèles extrêmement intéressants. On parlait que des hommes. Donc, quand cette exposition a eu lieu, moi j'avais participé à WAC aux États-Unis, qui était donc sur la révolution féministe. Je trouvais ça fantastique, j'étais enthousiaste, parce que, qu'est-ce que ça a donné? D'accord, c'est peut-être qu'un coup, et je vais vous raconter pourquoi, mais ça a obligé le Centre Pompidou de mettre ce problème sur la table, et que tout le monde voit qu'effectivement, ils n'avaient pratiquement pas de femmes dans leur collection, qu'ils ont été obligés d'en acheter beaucoup. Ça a servi à énormément de femmes qui sont maintenant dans la collection. Alors, souvent avec des pièces moyennes, pas des très très grands ensembles, il y en a quelques-unes. Donc effectivement, quand il y aura ensuite une problématique sur un sujet, ce qui apparaîtra, c'est les pièces énormes, les grands ensembles de pièces d'œuvres d'hommes achetées, je ne sais pas, chez Gagosian, ou chez Perrotin, ou chez White Cab. Et c'est ces grands ensembles qui apparaîtront, et qui auront été payés à un prix à peu près normal. On marchande toujours dans les musées quand même. Mais quand c'est une femme, le prix... Mais, en tout cas, grâce à cette exposition, on a vu qu'il y avait des artistes femmes, des œuvres qui n'étaient jamais exposées, qui ne sortaient jamais, qui ont été mises en scène. C'est une exposition qui a quand même duré 2 ans et demi. Et si Camille Morino n'avait pas été là, et quelques-uns qui lui ont prêté la main, cette exposition n'aurait jamais eu lieu en France. Parce qu'effectivement, on dit, et je peux le dire la première, les catégories c'est dégueulasse, on ne va pas faire des catégories. Mais quand le Centre Pompidou fait Africa Remix, tout le monde est content, personne ne pose de questions. Ou si on fait les Chinois ou les Brésiliens, je ne sais où, je ne sais quoi, tout le monde est content. Là, tout le monde est monté au créneau parce que c'était des femmes. Mais en même temps, c'est, comment dire, on ne vit pas en utopie. Il y a telle situation à tel moment qui amène à telle action de telle manière pour avancer. Ben, c'est bien. Et c'est une exposition qui a été très décriée et encore très décriée. Donc je suis vraiment très étonné. C'est vraiment ancré dans les têtes d'une manière abominable. Et vraiment, on n'arrive pas à comprendre, j'en reviens à ça, comment c'est possible qu'il y ait si peu de femmes dans les collections, qu'il y ait si peu de femmes dans les commandes publiques, dans les 1%, dans les très gros livres chez un bon éditeur qui diffuse, parce que le reste, ça ne compte pas.
C'est extrêmement en deux langues, bien sûr, parce que si vous n'êtes pas en anglais, vous ne risquez pas d'aller à l'international. Alors effectivement, souvent, j'ai rencontré des curateurs plutôt sympas, style Georges Didier Huberman, qui disent « on a voulu en mettre, mais on n'en a pas trouvé ». Mais le problème, c'est qu'on rigole, mais effectivement, si vous n'avez pas les gros catalogues, les grosses expositions monographiques, si vous n'avez pas des achats très en vue, si vous n'avez pas tous les trucs qu'ont les hommes, eh bien, vous êtes mal, quoi. Vous êtes très très mal, et on vous retrouve pas. On vous retrouve pas. Et si en plus vous faites des gosses et que vous mettez un peu de côté, bon. Alors, il y a du déchet comme ça aussi. Mais c'est quand même pas normal, quoi. C'est un truc, c'est hallucinant, grave, quoi. Alors, j'en reviens à WAC, parce que tout de même, ce qu'on peut se dire, c'est que 7 ou 8 mois après, je ne sais plus combien, pardon, il y a eu un bouquin qui a été fait sur les 100 chefs-d'œuvre du Centre Pompidou. Tout ça va dans le bon sens. S'il n'y avait pas 100 artistes et uniquement 5 femmes, 3 mortes et 2 vivantes, Annette Messager et moi. C'est quand même peu après WAC, après elle. C'est quand même très peu. On se demande comment ils n'y ont pas pensé, ne serait-ce que pour sauver la face, pour dire ce qu'on a fait, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est... Et bien là, non, donc effectivement, les bras vous entendent, vous vous dites on revient exactement au point de départ, quoi. Donc, est-ce qu'on doit être optimiste ou pessimiste? Je ne sais pas, je vous demande, parce que pour moi, tout ça est très très étrange. Mais je pense que aussi on est tous responsables dans notre vie de tous les jours. Comment on fonctionne, avec quel automatisme, comment on regarde les femmes. Est-ce qu'il y a de la sororité? Est-ce qu'il y a de l'accueil? Ou est-ce qu'il y a toujours de la concurrence, de la rivalité à tous les niveaux? Parce qu'il y a des femmes quand même en place dans les institutions, il y en a beaucoup. Donc ça veut dire que ces femmes barrent les femmes, parce que c'est pas possible quand même. Elles sont en place, elles, au bon endroit. Comment se fait-il? Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas besoin d'être détective privé pour comprendre qu'il y a d'autres femmes qui barrent d'autres femmes, sérieusement. Donc, bon, alors je ne sais pas ce qu'on fait. Je ne propose pas un suicide collectif, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que vraiment, on est tous responsables, quoi. Et je pense que dans notre vie de tous les jours, il faut agir, avoir conscience de ça, quoi. Comment on fabrique tout ça, et comment on continue à fabriquer comme tout ça, et comment, pour les femmes qui ont des enfants ou les hommes qui ont des enfants, comment on les élève, comment on élève les hommes, comment on élève les femmes. Est-ce qu'ils font tous la cuisine, les hommes, est-ce qu'ils font tous le ménage? Parce que quand même, au final, ça donne des choses abominables, ces choses-là, hein. Et quelle liberté on donne aux uns et aux autres, etc. Quelle discussion on a avec les uns et avec les autres, les unes et les autres. Je ne sais pas, je crois que tous et toutes, à notre niveau, chaque jour, on peut faire un boulot, quoi, vraiment. Et il ne faut vraiment pas baisser les bras. C'est pas le moment. C'est pas le moment que, quand on voit... j'aurais pu en parler dans la troisième question, mais quand on voit que Fillon convoque la manif pour tous pour essayer de le tirer du mauvais pas dans lequel il est, et dans lequel il s'est mis, c'est quand même grave. Parce qu'on sait quand même ce que ça veut dire, la manif pour tous. C'est quand même très bizarre, parce qu'on ne demande pas à des gens qui croient en Dieu de ne pas croire. On ne leur demande pas d'avoir des relations sexuelles avant le mariage s'ils n'en veulent pas. On ne leur demande pas de ne pas se marier s'ils veulent se marier. On ne leur demande pas de divorcer. On ne leur demande pas. On ne leur demande pas d'avorter. On ne leur demande rien.
On ne leur demande pas d'être homosexuels. Non. Alors pourquoi, alors que la religion est séparée de l'État, pourquoi tout à coup il y aurait une minorité de gens qui pensent comme ça, qui voudraient imposer aux autres de faire ce qu'ils font? Et là, tout à coup, on a un Fillon qui s'est même déclaré chrétien, qui a dragué de cette manière-là pour essayer de les récupérer. Alors que normalement, c'est quelqu'un pour tous, quoi. C'est quelqu'un, non pas seulement pour le mariage pour tous, mais pour tous. Pour ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui ont une religion, qui n'en ont pas, pour ceux qui... Pour tous. Et toutes. Alors ça, c'est un gros problème, le langage. Encore. Par exemple, quand je vois à l'école des beaux-arts de Cergy, les circulaires étaient toujours avec étudiants. Pour faire mettre étudiante ou même un E entre parenthèses, c'était d'une difficulté incroyable. Mais si on le faisait, on était très 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 mal jugé. Ça ne plaisait pas. Moi, féministe? Mais c'est interdit par la loi maintenant, non? Non? Je peux encore le dire? Alors je suis féministe, alter-féministe, post-féministe, féministe, total, grave. En fait, au départ, je disais que j'étais contre toutes les discriminations. Et ce qui m'a fait réfléchir et dire les choses autrement, c'est qu'en fait, on a essayé de nous empêcher d'utiliser le mot féministe, de nous faire honte avec ce mot. Et ça, c'est insupportable. On nous a dit que c'était un mot d'une autre génération, que maintenant tous les problèmes étaient résolus, qu'il n'y avait plus aucun problème. Et donc, c'est incroyable parce que je veux bien porter cette étoile jaune dans le dos. Et effectivement, être féministe, souvent, me gêne et m'apporte vraiment beaucoup de barrières et de résistance dans le milieu. Je pourrais citer un exemple avec Christine Massel qui a fait une exposition quand même à Pompidou qui s'appelait Dionysos en ne mettant aucune femme et qui en plus avec Bustamante et Vaillant ont écrit un livre chez Flammarion, qui était une monographie, dans lequel il disait qu'effectivement, il n'y avait pas de femmes artistes. Que de toute manière, les femmes, quand elles avaient trouvé quelque chose, c'était comme avec les mecs. Elles voulaient le garder, qu'elles faisaient que ça, et qu'elles ne cherchaient pas ailleurs, pas plus loin. Enfin, des propos de comptoir, mais graves, hein, vraiment, hein, dans un milieu soi-disant ouvert, intellectuel, etc. Ça n'a pas empêché qu'on mette Bustamante à l'école des Beaux-Arts et en se demandant ce qu'il va faire, parce qu'il y a quand même 65, 70 ou 75% d'étudiantes. Donc c'est un demi-directeur. Il en faudra un autre pour les autres. Donc c'est vraiment grave. Et donc il y a eu une sorte de pétition énorme en fait, qui a circulé par rapport à ce qui se disait, ce qui s'écrivait et qu'on laissait passer dans le milieu, et chez des éditeurs tout à fait renommés et respectables. Accepter des propos qui étaient, mais vraiment, il faut relire le texte, on n'imagine même pas que ça puisse être vrai dans ce milieu. Donc, voilà, je suis vraiment féministe, et je pense qu'il est absolument nécessaire que tout le monde le soit, homme ou femme, homme et femme, qu'actuellement tout se referme et qu'on a en tout cas eu un espoir à un certain moment, mais que maintenant, vraiment, il y a un très grand problème dans le milieu, malgré quelques femmes qui sortent supplémentaires, on se retrouve quand même avec toujours les mêmes difficultés. Mais je voulais dire quelque chose d'autre, oui. Ce que je voulais dire, je n'arrive même pas à croire comment il y a des femmes qui refusent de se dire féministes
qui ne le veulent pas, mais elles ne le veulent pas, elles savent pourquoi en fait. Parce que dès qu'elles le disent, eh bien, effectivement, elles ratent de bons coups, que ce soit dans l'art ou sexuellement. Parce qu'effectivement, elles sont évincées. Et c'est terrible dans ce milieu. Si vous êtes un homme et que vous êtes vraiment pénible, vous êtes exigeant, vous demandez en plus de l'argent, vous demandez des gros catalogues, vous exigez pour vos œuvres telle chose, tel truc, etc., vous êtes extrêmement professionnel. Si c'est une femme qui fait ça, c'est une chieuse, c'est une emmerdeuse, surtout ne travaille jamais avec elle. Vraiment, je vous assure que ce n'est pas une caricature. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des hommes dans le milieu de l'art qui ont conscience de tout cela et qui sont tout à fait différents. Et il y a des femmes. Nous en avons une. Nous en avons un. Bon. Et qui, effectivement, essayent que les choses changent. Mais non seulement il faudrait qu'elles changent dans le milieu de l'art, mais quand même, il faudrait qu'elles changent dans le monde. C'est quand même le plus grand apartheid qui existe, avec les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, avec des femmes qui sont des esclaves de la maison et des esclaves sexuels. Je croyais que l'esclavage avait été aboli. Eh bien, ce n'est pas vrai dans la plupart des ménages. Parce qu'il peut parfois se dire des choses comme ça à l'extérieur, pour faire chic ou pour faire affranchi ou de gauche. Mais à l'intérieur de la maison, comment ça se passe? Avec la poussière, avec les enfants, avec la bouffe, avec comment ça se passe? Donc, il y a un boulot complètement dingue à faire. Et dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui attendent que nous, qui, soi-disant, sommes un peu plus libres, continuons à faire le boulot. Ne baissions pas les bras, surtout, parce qu'effectivement, ça permet peut-être de voir la lumière au bout du tunnel. Mais dans le monde, c'est terrible ce qui se passe. Mais aussi à côté de chez moi. Moi, au-dessus de chez moi, j'ai fait mettre en prison, mais ça a pris 3 ans, un mec qui battait sa femme presque tous les jours. Mais ça a été extrêmement difficile. Hein. Donc, on bat les femmes, éventuellement on les tue, on les viole, et le tout, la plupart du temps, d'une manière peu punie ou pas du tout. Comment on peut supporter des choses pareilles? Quand même, on sait, non-ingérence dans un autre pays. Mais moi, c'est au-dessus de chez moi. Mais c'est comme un autre pays. C'est pas mes mêmes mœurs. Alors je vais accepter qu'on tape cette femme tous les jours ou qu'on la tue parce que pas d'ingérence, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Il a peut-être raison, le mec. Hein. Elle est peut-être insupportable. Donc, je suis pour ce type d'ingérence. Et je crois que toute ma vie, que ce soit dans le privé ou en tant que citoyenne ou dans mes discussions, dans mes conférences, j'ai toujours essayé que ça se passe autrement, que les mentalités changent, s'ouvrent, etc. Mais il faut que tout le monde le fasse. Il n'y a pas d'autre solution pour que ça change non seulement au-dessus de chez nous, mais aussi dans le monde. Et on voit des choses abominables, que ce soit chez nous, où on a entendu, vu, en tout cas dans les journaux, qu'il y avait des filles qui ont été brûlées dans des poubelles, qu'on insulte tous les jours. Bon, des choses abominables, qu'on traite de putes toutes les 2 secondes. Bon, il y en a marre. Il y en a marre. Je crois que vraiment, il faut que ça change, quoi. Alors bien sûr, souvent, il y a des femmes qui s'en aperçoivent peu ou pas, parce qu'elles sont dans une certaine classe sociale, dans un milieu différent. Mais dès qu'on va ailleurs, qu'on fait un pas de côté, on se rend compte que c'est absolument hallucinant. On n'y croit pas. On n'arrive pas à y croire que ce soit aussi pire. Il y a des milliers d'exemples qui ne me viennent pas à la tête, mais peut-être vous pourrez m'en donner après. C'est énorme.
Et c'est vraiment plus qu'une discrimination, c'est une non-conscience de soi-même du monde, parce que si on fait des choses aussi abominables, c'est aussi un non-respect de soi-même et d'un minimum d'éthique et de loi. Donc je n'arrive pas là non plus à comprendre pourquoi ça peut continuer, pourquoi ça continue, et pourquoi il y a des quantités de femmes qui supportent dans leur couple des choses abominables, sans le dire. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand elles le disent, elles sont aussi, que ce soit au commissariat de police ou ailleurs, on leur rit à la gueule. On leur dit, mais c'est ridicule. Par exemple, si une femme, par exemple, estime qu'elle a été violée dans son couple, c'est vraiment d'un ridicule incroyable. On veut à peine prendre ce que dit cette femme. C'est nul et non avenu. Ce que j'aimerais bien, c'est que le peu d'hommes qui sont dans cette salle se disent féministes. Au moins ceci. Et que toutes les femmes qui ont un peu de pouvoir, mais parfois on en a juste dans sa maison un peu de pouvoir, l'exercent pour que ça change. Il faut vraiment que ça change.